Laure et toutes les équipes de Cadence de m'avoir invité à parler avec vous aujourd'hui. Et puis je tiens aussi à remercier tous les artistes que je ne vais pas nommer tout de suite, mais vous les découvrirez au fur et à mesure. Et puis surtout les professionnels de la petite enfance et les enfants avec qui que j'accompagne sur le terrain pour essayer de découvrir cet éveil artistique et culturel aujourd'hui en 2022. Et puis je tiens aussi à remercier parce que c'est rarement, on a rarement l'occasion de le faire. Mes tout premiers partenaires sur ce sujet-là, c'était l'Institut de formation en puriculture, des hôpitaux universitaires de Strasbourg, en particulier l'équipe de formateurs et formatrices que je continue d'accompagner et qui sont venus me chercher en me disant peut-être que tu pourrais regarder ce qui se passe du côté des tout petits. Et je suis très heureuse de le faire. Et puis par la suite, j'ai travaillé aussi avec la Fabrique de l'Hospitalité des hôpitaux, et puis le Furet, Clémence, la communauté de communes d'Alsace-Bossu. Et on aura l'occasion aujourd'hui de parler un petit peu de ce projet de recherche action-création qu'on a conduit à partir de 2020. Alors effectivement, avec Mélanie Rouget, Marjorie Berger-Chassigné, que je vois juste dans la diagonale, et puis Audrey Guéner qui était là hier, et aussi Inki Ankim, avec qui j'ai travaillé en Alsace-Bossu. Alors, je vais faire défiler mon PowerPoint si j'arrive. Je suis à l'envers. Voilà. Ma recherche en anthropologie sociale et culturelle se fonde sur un terrain anthropologique engagé en parallèle de mon terrain principal. Mon terrain principal se situe en Nouvelle-Zélande à Aotearoa, à l'autre bout du monde, auprès des Maoris. Et là-bas, j'étudie depuis 2010, donc ça fait déjà 12 ans, les façons pour les spécialistes de la coutume d'entrer en relation. C'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on fait pour entrer en relation? Et en Nouvelle-Zélande, j'essaie de comprendre comment on rentre en relation avec les vivants, mais aussi avec les morts, et notamment avec les ancêtres, à travers certains trésors qu'on transmet de génération en génération. Ça, c'est pour une partie de ma recherche, dont on parlera pas aujourd'hui, puis à l'autre. L'autre partie, c'est ici, en France, où depuis 2017, je m'intéresse à l'art relationnel que déploient les professionnels de la petite enfance, avec les tout petits, mais pas seulement, aussi avec les parents des tout petits, les proches, et puis les intervenants et intervenantes extérieures et leurs collègues, parce que c'est un écosystème assez riche, la petite enfance. En octobre 2020, j'ai pris part à un programme de recherche action-création sur l'éveil artistique et culturel des enfants de 0 à 3 ans en Alsace-Bossu, aux côtés de 4 artistes, je vous disais tout à l'heure, Mélanie Rouget, Marjorie Berger-Chassigné, Audrey Guéner et Inki Ankim. Nous étions missionnés par la communauté de communes d'Alsace-Bossu, la DRAC Grand Est et le département du Bas-Rhin pour engager plusieurs terrains dans des crèches multi-accueils, des micro-crèches, chez des assistantes maternelles et dans des relais d'assistantes maternelles. Donc on a essayé d'aller voir le maximum de professionnels de la petite enfance. Et ce premier programme de recherche s'est déroulé d'octobre 2020 à juin 2021, en plein Covid. Donc on aura l'occasion d'en parler. Et nous avons ensuite poursuivi ce programme, sans être missionnés, mais parce qu'on avait envie de continuer de travailler ensemble en Alsace et en Bretagne notamment. Dans cette communication, je vais vous présenter un extrait de mon matériau ethnographique. Je vais particulièrement interroger les rôles que les professionnels peuvent attribuer aux enfants et les façons qu'ont ces derniers d'accepter, de refuser, de détourner ces rôles lors des ateliers d'éveil artistique et culturel. Donc ces ateliers, ceux auxquels je m'intéresse, sont ceux qui sont proposés aux enfants de 0, alors jamais tout à fait 0, c'est plutôt 3 mois à 3 ans, en crèche multi-accueil par des intervenantes extérieures. Ils peuvent être hebdomadaires, mensuels ou épisodiques. Les professionnels et les intervenantes les envisagent généralement comme des occasions privilégiées d'explorer différents langages et univers artistiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une matinée d'impromptu, un petit peu comme ce que vous avez pu voir ce matin, musicaux proposés par la musicienne, autrice-compositrice Mélanie Rouget, qui est à côté de moi, et qui va aussi m'accompagner en musique au fur et à mesure. Et ces instantanés que je vais vous proposer se sont déroulés au mois d'octobre 2020.
Les descriptions ethnographiques que vous allez entendre, parce que je vais vous les lire, même si on va faire des pauses, sont issues d'observations participantes et d'entretiens, semi-directifs ou non directifs, que je peux conduire avec Mélanie et d'autres artistes auprès des professionnels, des enfants et aussi des intervenants. Je travaille à partir de mes notes de terrain, de mon carnet de bord, vous en voyez un là, j'en ai toujours un avec moi, et de multiples enregistrements audio et vidéo, mais aussi de photographies que je transforme ensuite en écrit et en dessin. Donc effectivement, c'est une matière très riche, les vidéos, les photos et surtout les enregistrements sonores pour moi. On reviendra ensuite, toutes les trois, sur ces ateliers d'éveil artistique et culturel, mais surtout sur le rôle du musicien ou de la musicienne intervenante dans un contexte de petite enfance. Tous les prénoms que vous allez entendre ont été modifiés, mis à part celui de Mélanie, tu gardes le tien, mais les autres, ce sont des faux prénoms, processus d'anonymisation. Je vous propose de vous installer confortablement. On part pour une quinzaine de minutes dans le monde de la petite enfance, donc c'est vraiment un conte, si vous voulez. Il est 8h du matin, Mélanie et moi-même rentrons masqués dans une crèche très colorée. Nous sommes accueillis par Marie, la directrice, qui nous invite à retirer nos chaussures et à nous désinfecter les mains. En ce mois d'octobre 2020, il est devenu exceptionnel de pouvoir enfin pénétrer dans un lieu d'accueil de la petite enfance, après un premier confinement, et à l'aube d'un autre confinement quelques semaines plus tard. Une fois entrés dans la crèche, nous nous équipons. Mélanie emporte différents instruments de musique, un carillon, une harpe celtique, une sensoula et un bâton de pluie. La directrice nous attend pour nous conduire dans une première salle qu'elle désigne comme étant la salle de motricité. Le matin, les plus grands enfants, qui ont entre 1 et 3 ans, y sont conduits à leur arrivée pour pouvoir s'y déplacer et y jouer librement jusqu'à 9h, avant que d'autres activités ne leur soient proposées. Lorsque nous passons la porte de la salle de motricité, les enfants cessent quelques instants de bouger pour nous regarder sans dire mot, sans émettre de son. 2 professionnels nous accueillent par des bonjours enjoués. Mélanie les salue et leur dit « On s'occupe des enfants, allongez-vous ». Les professionnels rient et l'une répond « Oh, ça va être rapide, hein, je vous le dis ». Nous prenons nos places, je m'assois contre un mur, un peu en retrait, pour éviter de déranger les enfants, les professionnels et Mélanie, qui élève déjà doucement son carillon Cauchy, le faisant résonner dans la pièce. Les professionnels se figent dans la position qui était la leur au moment de notre arrivée. Elles sont assises, à genoux, à même le sol ou sur des tapis. Elles regardent en direction de Mélanie, en silence, et comme nous, elles sont masquées. Plus personne ne parle ou ne fait de bruit. Même les professionnels qui discutaient dans une autre pièce semblent s'être tus. Les allées et venues se réduisent et la crèche devient étonnamment silencieuse. L'attention de toutes et de tous paraît un temps suspendue au mouvement de Mélanie. Enveloppée du son de ses instruments et de sa voix, la musicienne se déplace précautionneusement parmi les enfants, sans parole, mais à force de mouvements, de regards et de sons, elle les invite à entrer en attention, en écoute et en relation. Elle initie la relation, elle va vers eux. Certains enfants s'approchent d'elle tout en restant sur leur trotteur ou leur tricycle. D'autres viennent vers elle en marchant ou en rampant. Et 2 enfants se faufilent jusqu'à moi. Parallèlement, Marco, Emma et Hector restent à distance. Sur son cheval à bascule, Hector scrute Mélanie et se tord le cou pour pouvoir la suivre du regard, tout en continuant de se balancer au ralenti. Emma, elle, après avoir brièvement observé Mélanie, repart jouer sur le toboggan, tout en vérifiant régulièrement ce qui se passe à proximité de la musicienne. Marco, lui, semble peiné. La séparation d'avec sa maman et son arrivée à la crèche ce matin le rendent difficilement consolable.
Il navigue encore entre les sanglots, le sommeil et l'éveil et garde ses distances tout en serrant fort 2 peluches à la fois. Progressivement, les enfants se remettent en mouvement et tournent lentement autour de Mélanie. Emma, Alix, Iris et Théo cherchent son regard et l'origine du son si cristallin qu'elle produit, tout en observant de temps en temps le balancement du carillon. Alix se rapproche plus que les autres. Il touche la main, puis la jambe de Mélanie, qui lève alors plus haut le carillon pour éviter qu'il ne puisse l'atteindre. La plupart des enfants restent à distance et rares sont celles et ceux qui tentent de toucher la musicienne, à l'exception notoire d'Alix, que rien ne semble pouvoir arrêter. Mélanie se contorsionne pour éviter les contacts directs avec plus ou moins de succès. Les quelques enfants victorieux dans leur approche tactile se voient doucement rappelés à la nécessité de ne pas toucher par les professionnels. « Alix, on ne touche pas !» Ces dernières procèdent ensuite au nettoyage des mains des enfants. Covid-19, Covid-19. La Covid-19 plane. La pandémie se rappelle à nous et avec elle la crainte de la contamination. Les professionnels évoquent ces changements en ces termes. On se retient beaucoup de toucher les enfants en ce moment avec ce Covid. La dernière fois, Camille avait de la fièvre et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce que quand je les sors du lit, j'ai cette habitude de les prendre contre ma joue. Et avec le masque, tu sens rien. Et hier, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une sensation de bien-être avec Emma. Je ne savais pas pourquoi et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié de remettre mon masque. Les petits viennent vers vous et ils ont besoin de contact. Les bébés ici sont nés pendant le confinement. Ils n'ont connu que ça, un monde avec des masques. La musique de Mélanie se déploie en effet dans un univers calfeutré. Les voix des adultes sont difficilement audibles derrière les masques. Toute l'attention est dédiée au regard et à l'ouïe. De prime abord, les professionnels semblent rester en retrait. Elles observent avec grande attention, mais elles ne contraignent pas les enfants à s'asseoir ou à se taire pour regarder le spectacle. Elles les encouragent de temps à autre à orienter leur regard vers Mélanie par des « regarde » chuchotés. Il est maintenant 8h30 et certains enfants de 6 semaines à 1 an commencent à se faire entendre dans une autre pièce, la salle des pommes. Nous nous y rendons avec Mélanie pour faire la connaissance des bébés et des 3 professionnels qui les accompagnent ce matin. Sur 7 nourrissons, 2 pleurent avant d'être enveloppés par les professionnels qui viennent écouter et regarder le paysage musical que Mélanie crée avec les enfants. Parmi ces nourrissons, Charles danse assis, en balançant le haut de son corps avec force. Émilie s'est élevée sur ses avant-bras pour mieux regarder Mélanie en tendant le cou. Et Jules s'endort déjà dans l'embrassement d'une professionnelle. Léo écoute Mélanie sans la regarder. Il essaye de faire tomber un petit maillet à boules sur un xylophone. On dirait presque qu'il accompagne la musicienne. Lorsque celle-ci s'arrête de jouer, les professionnels applaudissent en invitant les enfants à faire de même. Auprès des tout-petits, Mélanie les invite à faire de la musique avec elle, à danser, à chanter, à jouer. Il et elle impliquent
tout leur corps et parfois, même souvent, le corps des autres. Dans l'écoute, le regard, le toucher. Leur bouche s'ouvre, se referme, leurs pieds tournent et leurs mains aussi. Mélanie accueille le fait que certains et certaines se concentrent sur le regard ou bien sur l'écoute, tandis que d'autres se mettent à dodeliner et à s'exclamer, à babiller, à sourire et à rire, ou à pleurer aussi. Les professionnels contemplent et accueillent les enfants qui viennent se lever dans le creux de leurs bras. Elles observent le paysage musical, s'y plongent en pensée, mais leurs corps, eux, restent généralement en retrait. Elles prennent la posture de spectatrices. Après une demi-heure, Mélanie change à nouveau d'espace pour se diriger dans le couloir central. C'est parce que j'appuie pas assez fort. Voilà. Cette crèche a la spécificité d'appliquer l'itinérance ludique, c'est-à-dire que les enfants sont autorisés à se déplacer de pièce en pièce au gré de leurs envies dans certaines plages horaires balisées, le plus souvent entre 9h et 11h30, puis de 15h30 à 17h. Le déplacement des enfants, mais aussi des professionnels et des intervenantes extérieures, est ici encouragé et permis selon certaines limites. Ne pas courir, limite difficile à respecter, et ne pas déplacer les objets qui appartiennent à la pièce des pommes ou à celle des framboises ou des abricots. Mélanie s'assoit pour jouer un peu de harpe celtique. Emma part dans une autre salle et Alix vient s'asseoir à côté de la musicienne. Camille et Mila observent Mélanie sans bouger, en se plaçant à côté de Nathalie qui s'est accroupie pour être à la hauteur des enfants. Nathalie me dira plus tard à propos de Camille. Camille pleurait jusqu'à maintenant du début à la fin. La semaine dernière, elle a eu un déclic. Aujourd'hui, elle était debout, au milieu de l'unité, elle a entendu la musique, elle s'est figée. Je l'ai observée, elle cherchait d'où ça venait. Elle m'a donné la main pour partir dans le couloir chercher la musique. Elle était figée devant Mélanie. On voyait qu'elle était complètement absorbée. Le reste n'existait plus autour d'elle. Pendant que Camille et Mila observent Mélanie, Alix, vous vous souvenez d'Alix ? Alix essaye cette fois de toucher les cordes de la harpe. Tout en continuant de jouer, la musicienne s'écarte légèrement du petit garçon de 3 ans et lui dit « Tu peux toucher la voiture, plutôt ?» Alix lui répond « Il est là », en lui montrant le camion, pour le reposer aussitôt et continuer ses tentatives d'instrumentiste sur les cordes de la harpe. Mélanie se lève et s'écarte en chuchotant « Tu es un coquin, toi !» La professionnelle qui est la plus proche du petit garçon l'invite une nouvelle fois à venir près d'elle pour lui réexpliquer qu'il ne faut pas toucher. Mélanie termine son morceau et nous accompagnons les professionnels dans différents jeux qu'elles conduisent avec les enfants. À l'issue de l'atelier d'éveil artistique et culturel de Mélanie, les professionnels nous font part de leurs premières impressions. Nous, on a adoré. Le plaisir est partagé. Tous les jours, ce serait sympa. 3 fois par semaine plutôt que 3 fois par mois. Elle continue en disant « C'est beaucoup plus zen. Vous avez eu un effet magique sur Marco. Je me suis levée, je me suis détachée de lui, et depuis, il est parti jouer tout seul. D'habitude, c'est très compliqué. Mais même avec les bébés, on va s'acheter des instruments. Il faut la musicienne avec. On va apprendre à chanter. Il faut juste négocier pour les formations. » En fin de matinée, nous repartons, et les jours suivants, nous recommencerons le même atelier dans d'autres lieux d'accueil de la petite enfance en Alsace.
Je vous remercie pour votre attention, vous avez été extrêmement sages. Je vais laisser la parole à Mélanie Rougeux pour qu'elle vous parle un petit peu de son parcours et de son métier de musicienne intervenante. Donc, bonjour à tous, merci Lisa pour ce travail qui me permet en tant que musicienne intervenante d'avoir un recul sur ces 15 dernières années professionnelles. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec une anthropologue pour conscientiser aussi tout ce que l'on fait. Donc je suis musicienne intervenante, je suis également artiste, formatrice et du coup responsable du pôle petite enfance du CFMI de Célestat. Donc pour reprendre au tout début, donc j'ai fait des études assez longues. Pour commencer, j'ai fait une école d'art, l'école d'art supérieur d'art d'Avignon. Donc je suis diplômée et c'est important parce que j'ai commencé vraiment ma démarche artistique à ce moment-là, à essayer de comprendre ce que j'allais faire plus tard, comment, pourquoi, tout ça, tous ces questionnements-là. Et ensuite, j'ai continué avec le centre de formation de musiciens intervenants de Célestat. Et j'ai été diplômée, donc j'ai eu le DUMI, le diplôme universitaire de musicien intervenant en 2007. Pendant cette formation, on a appris beaucoup de choses. On a été formé à intervenir dans des écoles maternelles et élémentaires principalement, mais aussi il y avait déjà beaucoup d'ouverture. Il y avait une spécialisation et une spécialité concernant la musique et la santé. Et il y avait déjà aussi cette ouverture concernant le tout petit. Mais la formation, elle s'est amplifiée sur les 15 dernières années. Ce CFMI aussi a une formation concernant le spectacle, a une ouverture sur la créativité, l'improvisation. Donc ça a été très important et c'est pour cela que j'ai choisi ce CFMI pour continuer ma démarche personnelle artistique. Donc je suis arrivée au tout petit vraiment par hasard. C'est-à-dire que, étant jeune diplômée, j'ai repris des heures d'un musicien intervenant qui changeait de territoire et je suis arrivée donc dans les relais d'assistantes maternelles d'Erstein, Bar, Célestat, Rhino, Markolsheim, sur un territoire, un assez grand territoire, et j'y suis toujours, depuis 15 ans. Et ensuite, on a répondu à un marché de anciennement la CUS, la communauté urbaine de Strasbourg, pour toutes les structures de la petite enfance. Donc Marjorie Burger-Chassigné faisait aussi partie de cette proposition d'éveil corporel et musical, et c'était vraiment sur beaucoup de structures. On avait un volume d'heures qui était énorme, et ça m'a vraiment appris, je devais faire 7 séances par jour, je pense, environ, et ça m'a vraiment appris à connaître le tout petit parce que je ne le connaissais pas, j'étais pas encore maman. Donc voilà, c'était très étrange au début. C'était un peu extraterrestre, mais ça m'a énormément plu parce que je me suis vite rendu compte que le tout petit, il est à la découverte du monde de manière sensible et surtout pour lui tout est matière. Matière sonore, matière visuelle, matière tactile, matière de mouvement, matière des mots, de poésie, tout. Et je me suis retrouvée là, dans ce partage de ce que moi j'avais développé dans ma démarche personnelle, et je vis toujours, même en tant qu'adulte, ce monde en tant que matière. Voilà. Donc je me suis bien retrouvée avec les tout petits. Ensuite, j'ai appris à construire une séance. Pour moi, c'était important, à travers cette construction de séance, d'apporter une qualité musicale, une qualité artistique aussi, donc avec des chansons que j'ai reprises, mais aussi que j'écris. Et aussi de créer des rituels, un rituel de début, un rituel de fin, avec une marionnette par exemple, qui est toujours la même aussi depuis 15 ans, qui s'appelle Flicky. Et c'était très important parce que du coup, ça a rassuré, l'intérêt était donc de rassurer les enfants et que tous ces repères permettent à l'enfant de venir dans cette séance et de pouvoir ensuite aborder toutes ces notions de créativité, d'improvisation et d'impromptu. Je vais y revenir ensuite. Donc après, il a fallu aussi, il y avait une autre découverte, c'était tous les professionnels de la petite enfance que je ne connaissais pas très bien non plus. Et c'est vrai que voilà, on est vraiment dans une autre manière d'appréhender la relation d'adulte à adulte. Et du coup, j'ai découvert les responsables de relais d'assistantes maternelles, les assistantes maternelles, les éducatrices, les directrices de crèche, etc. Et du coup, il a fallu aussi que l'on trouve comment on allait travailler ensemble, c'est-à-dire en partenariat, comment ensemble on allait pouvoir créer ces moments de musique.
Et aussi comment on allait pouvoir avoir confiance. Cette notion de confiance, elle est fondamentale, mais elle ne se fait pas comme ça, elle se fait avec du temps aussi et de la découverte. Et grâce à tout cela, on a pu combiner, grâce à cette confiance et la manière dont les séances étaient menées, on a pu arriver à cette bulle, comme Laura tout à l'heure parlait, de la directrice du multi-accueil de Baulvillers, d'une bulle. Donc c'est exactement ça, en fait on crée des bulles, notre métier il est juste merveilleux parce qu'on crée plein de bulles. Et à l'intérieur de ces bulles, on apporte ce qu'on est nous, on ne crée pas un personnage, on apporte vraiment ce que nous on aime, ce que nous on est, et on joue avec toutes ces matières, on a vraiment du plaisir à jouer avec toutes ces matières. Et c'est là qu'on peut rencontrer l'enfant, le tout petit, et c'est là que toute cette improvisation et impromptu peut se passer. Je prépare mes séances, peut-être sur un roulement de 15 jours, 3 semaines, ce sera la même, avec une même thématique. Mais chaque jour, sur les 2-3 séances que je vais proposer, jamais elle ne se passera de la même manière. Et là, on est dans cet intérêt d'improvisation et de création. Donc c'est vraiment important. Il y a aussi eu la notion, donc je suis devenue parent, il y a 11 ans, et la notion de parentalité aussi. J'ai découvert cette notion qui n'est pas évidente non plus. J'ai participé à la création d'une maison qui s'appelle La Bulle aussi, à Aubernais, qui est à l'initiative d'une sage-femme qui s'appelle Nicole Andrieux. Et nous avons en fait construit cette maison pour associer des sages-femmes, des psychologues et proposer aussi des réflexions autour de la parentalité et aussi des éveils musical, de la sophrologie, d'allier tout cela, voilà. Parce que ce qui est important aussi, c'est de décloisonner toutes ces propositions que l'on peut faire, parce que le tout petit, en tout cas, lui, il ne dissocie pas tout cela, il le vit, tout est voilà, important de tout mélanger. Et cette bulle aussi, elle est importante dans la parentalité, de se poser, c'est exactement ça, ça a permis et ça permet tous les jours, en tout cas, vraiment de se poser dans cette bulle. Pour les professionnels de la petite enfance qui ont des quotidiens des fois éprouvants, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, il y a beaucoup d'enfants, le tout petit demande aussi beaucoup d'investissement et d'énergie. Et aussi pour les parents, voilà, le sens de tout ça, c'est vraiment de créer cette bulle, de se poser dans ce quotidien et de revoir et de revenir à l'essentiel à travers toutes ces matières artistiques, sonores, en mouvement, en poésie, et de revenir à l'essentiel de ce qu'on est nous, et finalement d'étendre des petites graines de partout qui vont pousser et qui vont permettre, quand on sera adulte, quand les petits seront adultes, de revenir à tous ces essentiels. Alors c'est peut-être un peu bateau, mais finalement tout cela c'est un travail humain, et ça permet aussi d'avoir un avenir quelque part avec de la réflexion, avec des engagements aussi artistiques, et c'est pour une société également. Donc on en vient aussi du coup à la formation. Donc je fais de la formation au CFMI depuis 6-7 ans concernant l'éveil musical du tout petit. Avec Marjorie Burger-Chassigné qui est là aussi, on a toujours vraiment travaillé on a toujours été en relation pour ce travail, et toute cette formation elle a été menée ces 15 dernières années, et elle est très forte aujourd'hui. Donc on a officialisé avec le pôle petite enfance parce qu'il y a énormément de demandes aussi, et que c'est important que les étudiants soient formés au mieux, qu'ils aient le plus d'outils possible pour ensuite trouver leur manière de fonctionner en tant qu'artiste, mais en tout cas de leur donner le plus d'ouverture possible. Et aussi, donc, avec Lisa Renard et Marjorie Burger-Chassigné et Audrey Gentner, on réfléchit aussi à cette notion de recherche, d'allier la recherche et ce petit groupe d'artistes afin de proposer peut-être de la formation aux professionnels de la petite enfance, parce que ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'être artiste, d'avoir tout ce parcours-là pour travailler toutes ces matières que vous avez, vous, autour de vous, dans le quotidien avec les tout-petits, dans les salles de vie. On peut utiliser tellement de choses, mais par contre, cela demande aussi peut-être un accompagnement, donc on travaille en ça. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Abril Padilla. D'abord, on va appeler
Merci Mélanie, merci Lisa, merci à vous. Je vais essayer d'être bref. J'espère que vous avez plein de questions. Donc, commencez à préparer vos questions déjà. Ne les perdez pas. Alors, je m'appelle Avril Padilla. Je suis musicienne, compositrice. Et je suis musicienne intervenante du CFMI d'Orsay, 10e promo. Donc, j'ai fêté les 10 ans déjà de cette institution et bientôt les 40 ans de celle de Célestat, où je suis directrice depuis septembre 2021. Mais depuis 15 ans, je suis aussi formatrice pour la création et la pratique des corps sonores, objets du quotidien. Alors ici, nous avons une séance d'éveil dont Mélanie pourrait parler mieux parce que c'était son cours. Donc des étudiants qui recevaient une crèche. C'était un relais d'assistante maternelle donc de Célestat avec qui on travaille. Je travaille chez eux depuis 15 ans, mais maintenant on propose des séances avec les étudiants. Donc le relais d'assistante maternelle de Célestat vient directement chez nous au CFMI pour ces séances proposées par les étudiants. Donc ça reflète une modalité qui existe depuis toujours, de travailler sur le terrain tout de suite. Oui. Donc, voilà, on a des très beaux locaux. Le CFMI Célestat est implanté sur l'ancienne école normale, pour ceux qui connaissent, qui était aussi un internat. Il y avait 150 jeunes demoiselles qui aspiraient à être enseignantes. Donc, bientôt, ce CFMI a 36 ans, mais bientôt il y aura le 40 ans de diplôme. Il a été créé en 1984, le diplôme de musicien intervenant. Je reviendrai. Alors, on a vraiment instauré ces 3 pôles. Pôle Petite Enfance, dont Mélanie est responsable, qui a déjà expliqué. Chloé France, que vous avez découvert tout à l'heure avec la performance, qui est par ailleurs chef des chœurs et qui assure un montage vraiment comme une partition, qui est les stages de nos étudiants sur le territoire. Donc, il faut combiner les envies, par exemple les vôtres, les envies d'avoir un stagiaire, musicien intervenant, avec une mairie qui va soutenir. Les stages de 12e année nécessitent un petit soutien, une gratification financière. Et par la suite, il y a beaucoup plus de demandes que de quantité d'étudiants. On peut être une vingtaine d'étudiants par promotion. Ce qui n'est pas beaucoup, mais déjà intéressant. Et puis un pôle création avec Thierry Blondeau, compositeur, directeur d'études du CFMI, où on réfléchit à des questions comme la création musicale à tous les niveaux, que ce soit petite enfance jusqu'au collège et personnes âgées, etc. Décidément. Donc il y a 9 CFMI en France. À l'origine, en 1984, il y avait l'idée de créer une vingtaine. C'est intéressant de se pencher sur cette projection. Donc, on est en 1984 et les gens qui ont fondé ces diplômes interministériels, parce qu'on est subventionné par la DRAC, ministère de la Culture et les universités, donc le ministère de l'Éducation et de la Recherche. Et aussi, parfois, il y a vraiment contributions des territoires. Les 9 CFMI travaillent depuis plus de 20 ans dans un conseil national des CFMI pour des questions qui sont très intéressantes. On ne veut pas avoir exactement le même diplôme, garder des couleurs locales et des manières de comprendre l'intervention musicale, mais quand même avoir un cadre commun qui nous permet de nous identifier et aussi assurer que l'épreuve à passer au bout de la 12e année est à peu près la même pour tous les étudiants en France. J'attire l'attention du fait qu'il y a plusieurs années, peut-être même 10 pour les CFMI Lyon, où il y a les spécialités petite enfance qui s'alternent avec une spécialité handicap santé qui a lieu après les 2 ans de DUMI. Et à CFMI Tours, justement avec l'association Enfants et Musique qu'on entendait hier, un partenariat. Et c'est des initiatives qui sont très inspirantes pour nous, de pouvoir créer donc le plus vite possible cette spécialité petite enfance ou santé. Moi personnellement, je tiens à parler d'une personne qui m'a marquée. Alors elle ne travaillait pas dans la petite enfance forcément, mais maternelle, donc assez proche, Monique Frappa. Dans son parcours brillant, tenait à l'écoute de l'enfant. Donc elle était enseignante d'école maternelle et puis pas du tout musicienne, mais elle savait écouter
l'enfant. Et c'est cette écoute, sans jugement et avec une compréhension et une fantaisie de sa propre part, qu'il a fait un jour appeler les gens de Radio France et leur dire « Écoutez, je voudrais que quelqu'un de chez vous, l'électroacoustique, Pierre Schaeffer, venez écouter ce qu'ils font mes enfants. Est-ce que c'est de la musique ?» Et donc du coup, à cette époque-là, les radios se sont déplacées et donc la collaboration a commencé tout de suite et ça a donné lieu à des émissions de radio que peut-être vous avez entendues, Lorient Colimaçon, et puis avec Guy Révell également Les Enfants d'Orphée, et puis toute une époque où l'enfant était présent beaucoup dans la radio. On n'a pas le temps de revenir. Alors, François Delalande, chercheur aussi de Jérém et intéressé à la psychologie de l'enfant et le développement de l'enfant. Son livre célèbre, La musique est un jeu d'enfant, et puis plein d'autres. Notamment celui-là apparu en 2009, Naissance de la musique, dont je vous le conseille parce qu'il contient 2 DVD, des expériences menées, alors pas en 2009, plutôt dans les années 80-90, auprès des crèches, dans lesquelles on laissait l'enfant tout seul jouer avec un instrument pendant parfois des 10 à 20 minutes, 30 minutes, et on pouvait observer son lien complètement direct et spontané et les différentes stratégies. Je n'ai pas le temps de passer, mais je vous le conseille parce que c'est un ouvrage vraiment qui montre aussi une méthodologie et qui encourage énormément l'avenir. Alors, depuis 2020, il y a un document extrêmement important, clair et relativement synthétique qui explique ce que c'est un musicien intervenant. Vous le trouvez en ligne, c'est le référent métier du musicien intervenant avec un effort de réflexion très important et de clarté. Je ne peux pas m'étaler, mais on va aller directement à ce qui nous intéresse, la réflexion sur le contexte. Alors, ce que je montre, c'est dans ce référentiel. Les contextes d'exercice du métier, les missions, donc éducation artistique et culturelle, il était question, la médiation, et ça c'est avant l'heure, puisque dans les années 80, on ne parlait pas de médiation culturelle beaucoup, et encore moins pour la musique. Ça commence plutôt dans les musées et pour les arts plastiques. Et à cette époque-là, ce n'était pas inscrit qu'un musicien intervenant est médiateur, mais aujourd'hui on le sait, parce qu'on connaît le concept qui est venu beaucoup plus tard. Et ensuite, une mission de création artistique. Et tout ça dans une seule personne. Donc, il a l'école, mais aussi les établissements d'enseignement artistique, écoles, conservatoires. Il peut intervenir, mener des projets divers. Et dans les secteurs petite enfance, donc c'est inscrit dans le référentiel des compétences d'un musicien intervenant. Une des missions, c'est concevoir et conduire des projets d'éducation artistique et culturelle. Donc en fait, il est un artiste, vous venez d'avoir des exemples concrets et merveilleux, mais en plus, il a la capacité de concevoir des projets. Et ça, c'est un visé qui n'est pas très connu, au moins valorisé, et qui est souvent sous-exploité, que ce soit des communautés, des territoires ou des institutions. Associé à monsieur intervenant, pas seulement pour faire, pour intervenir, mais pour concevoir, pour créer ensemble des projets. On a eu des exemples, je crois, entre ce qu'on a entendu aujourd'hui et hier. Alors, on ne va pas passer, il ne conçoit pas seulement, ce n'est pas un théoricien, mais il conduit ces projets. Ça veut dire qu'il a des ressources pour évaluer, que c'est ça, des diagnostics au début, de quoi il y a besoin, pourquoi un musicien intervenant, pourquoi faire, pour écouter aussi ce qui émerge d'une institution, d'une structure petite enfance. Et puis ensuite, l'instrumentaliser, le mettre en place avec tout ce que ça veut dire, y compris aider aussi à chercher l'argent. Comment on va le financer. Tout ça contribue à un développement culturel et je dirais du territoire. Et ça, c'est l'autre dimension du musicien intervenant. Même s'il intervient à la crèche, il va voir le territoire en tête parce qu'il a un lien avec l'école de musique, avec une EHPAD, avec un hôpital. Cette dimension territoire qui est du musicien intervenant, surtout quand il a une voiture, comme Mélanie, ça va lui permettre d'amener son matériel, son expertise, son écoute un peu partout. Et donc, c'est un aspect extrêmement intéressant parce que même si vous l'engagez chez vous et vous êtes très content de sa prestation, c'est un interlocuteur qui va faire travailler ensemble d'autres entités, d'autres instances, d'autres publics, d'autres générations. Et donc ça, c'est une vision pour moi à l'avant-garde et qui s'est développée justement, elle n'était peut-être
pas tellement vue en 84, mais aujourd'hui, elle est largement assumée. Et c'est pour ça qu'il y a une constante révalorisation du métier, notamment la FNAMI essaye de faire passer l'idée que ça devrait être une catégorie A de la fonction publique et pas B. Je ne peux pas m'étaler. Donc les 9 CFMI constituent un conseil national de CFMI. C'est un ouvrage que vous trouvez dans le site du Conseil national des CFMI, CNCFMI, qui sont destinés directement à des politiciens, des gens qui vont travailler dans la culture, dans les mairies, dans les différentes structures, associations, et qui se demandent comment je pourrais organiser tout un projet avec un musicien intervenant. Donc, ça a été fait dans cette lettre-là. Je retiens juste l'extrait qui est dedans, consacré au lieu d'accueil de Tout-Petit, avec voilà, différents axes à quoi tenir en compte, comment anticiper justement la venue d'un musicien, comment se donner ce temps des dialogues, des diagnostics, comment évaluer, parce qu'on sait que si on a très bien conduit un projet, on a eu l'argent, mais si on veut reconduire, il faut évaluer, il faut savoir mettre des mots à toute cette émotion et tout ce bénéfice qu'on a ressenti, sans quoi on ne peut pas recommencer le nouveau dossier pour la nouvelle subvention. Voilà, si je m'explique. Donc, j'ai beaucoup apprécié et je n'ai pas dit merci, c'est le moment. Laure Mercœur et toute cadence pour ce colloque et puis pour ce titre, Terrain de jeu, c'est vraiment un très joli titre. Et donc, je le prends. Qu'est-ce que c'est le terrain de jeu d'un musicien intervenant ? Donc on l'a dit, la médiation, la transmission, il y a une visée pédagogique, mais on n'aime pas trop les mots pédagogiques. Marc d'Enfance et Musique l'a dit hier, Chantal aussi, il n'a pas utilisé les mots forcément pédagogiques, mais il y avait dans cette écoute, c'est la transmission. Et ce qui me plaît du mot transmission, c'est qu'avant toute écriture dans l'oralité et avant d'avoir des ministères d'éducation, on éduque et on transmet par l'écoute, par le faire. Et donc, c'est ces grandes familles de la transmission. C'est autre chose que la pédagogie. Pour nous, c'est très important. Et puis, la performance, comme vous l'avez vu aujourd'hui, y compris dans la conférence performative, c'est quelque chose de très fondamental. Ce n'est pas seulement un professeur, c'est quelqu'un qui va s'assumer artiste tout le temps. Mais ce n'est pas fini, parce que ces 3 casquettes, comment elles agissent et très souvent, et c'est là où ça devient intéressant, on ne sait pas. On ne sait pas à quel moment je vais passer d'être performeur à être une personne qui transmet, à faire la médiation. Et c'est cette habilité-là que je trouve que dans le cas de la petite enfance et l'accueil des parents et le fait de travailler avec d'autres spécialistes, d'autres disciplines, permet de trouver des langages. Parce qu'on a des ressources multiples, on a des langages multiples. On n'a pas parlé là du corps, là je laisserai Marjorie parler, mais quand même, la musique ne peut pas se faire sans un corps, sans une écoute, et du coup, ces modalités de langage, elles vont jouer aussi dans la qualité de communication, y compris le partenariat et le montage des projets. Donc il y a une certaine écologie de tout ça. Je dois passer vite. Concrètement dans la musique, ce qui se passe, et c'est très très difficile, c'est qu'on est dans une zone où on peut penser que la musique est séparée du son et du bruit, hein, la nuisance sonore, etc. Alors que finalement, quand on a un enfant de 2 ans, et Chantal Golesian nous l'a fait entendre, on peut dire l'air audible, pas avoir de jugement. J'entends un certain nombre de choses. Est-ce que c'est la musique ou pas? À quel moment ça bascule? Eh bien, peut-être c'est mon écoute qui va décider. C'était la musique, tout comme elle nous présente un enfant qui... Il n'a pas la conscience qu'il fait de la musique, mais nous, on a le droit de l'écouter comme tel. Et donc, ça va basculer, et c'est ce qui fait un musicien intervenant. Il ne va pas se séparer, tout en ayant connaissance de ce que pour lui, c'est la musique, le son et le bruit, mais à se rendre disponible un espace de l'air audible, et dans cet espace audible, à choisir avec son instrument, avec son regard, avec sa performance, qu'est-ce qui va être un devenir musique, c'est qu'il ne serait pas autant de bruit que des attitudes. Dire non, là, aujourd'hui, tu ne touches pas l'harpe, peut-être un autre jour. Donc finalement, on est dans les domaines de la création musicale, parce que c'est ça. C'est se permettre d'ouvrir le monde sonore tout en large, hein, avec Cage et toute référence qu'on voudrait avoir, l'ouvrir, jusqu'au Baby Talk aussi, et dedans ça, trouver du sens, et donc du musical, la communication. Je vais devoir finir. Cette image, c'est Nicolas Brass, dont on est fier, parce que c'était un ancien étudiant du CFMI de Célestat, de la promotion de Mélanie. Voilà.
et donc qui continue son activité et développe la lutherie. Il va être invité chez nous l'année prochaine. Et ce qui me plaît de cette image, en tout cas en haut, c'est le musicien qui crée du réseau. Et en bas, c'est une étudiante, est-ce que c'était Églantine ? Il y a une étudiante de chez nous qui a construit cet instrument merveilleux, Céline Jaël, avec des coquilles de noix, et qui crée aussi du réseau avec du quotidien. Et sur cette phrase, je crois que j'arrête, et merci beaucoup. Un grand merci à vous trois. Vous avez su nous conter et nous raconter ce qu'est un musicien ou une musicienne intervenante. Et pour nous, c'est particulièrement important, vous le savez. Alors la musicienne intervenante que je suis en est plus que convaincue, évidemment, mais vous l'aurez compris, si vous ne connaissiez pas ces professionnels de la musique, vous savez aujourd'hui que ce sont des acteurs majeurs de l'éducation artistique et culturelle, et évidemment de l'éveil artistique et culturel. Ce n'est pas un hasard si nous y avons consacré une table ronde ce matin. Merci, je crois que vos mots, vos images nous racontent bien, en tout cas nous donnent bien compte de ce métier. Sachez que le référentiel métier dont Abril vous a parlé, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, le télécharger. Si vous voulez regarder plus en détail aussi quelles sont les compétences, ce que fait un musicien ou une musicienne intervenante, sachez aussi que si dans vos structures, vous souhaitez faire appel à un de ces professionnels, vous pouvez nous solliciter. On a engagé conjointement avec le CFMI, Cadence et le CFMI, sur le territoire en tout cas d'Alsace et du Grand Est, un recensement. Il n'est pas exhaustif, on recense encore. Faites passer d'ailleurs l'information et on saura éventuellement vous aiguiller là où sont vos structures. Vous peut-être vous repérer quels sont les musiciennes intervenants du territoire, quels sont leurs champs de compétences, leurs spécialités, et vous mettre en relation. C'est notre travail aussi. Donc merci, un grand merci. On peut se laisser quelques minutes avant d'aller manger pour des questions. S'il y en a. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, merci. Oui, bonjour. Je suis Camille, en reconversion, on va dire. Et j'ai une question par rapport au DUMI. Est-ce que la porte de sortie ne se fait que sur la fonction publique, ou est-ce qu'après ça ouvre vers d'autres horizons? Parce que vous parliez de la catégorie B, voilà. Oui, là je parlais d'une question qui est la valorisation salariale de monsieur intervenant. Non, les portes sont infinies. Et tout comme Mélanie, qui est aussi intermittent du spectacle, il y a des profils hybrides, et c'est ça la richesse de la formation. Vous ne sortez pas dans un cadran qui est déjà préétabli, vous le créez. C'est à vous de le créer, avec toutes vos ressources, aussi vos spécificités. Pas tout le monde va à l'hôpital, pas tout le monde s'intéresse à la petite enfance. Donc du coup, c'est une formation qui est riche, mais qui demande de tout le temps à l'étudiant de dire qui tu es, où tu veux aller, et vas-y 100%. Voilà. Et qui offre des débouchés aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Oui, donc il y a le milieu associatif, l'auto-entrepreneuriat, il y a des collectifs, par exemple, même engagés par une ville, à Mulhouse, il y a un collectif très important de musiciens intervenants et qui travaillent ensemble, qui créent aussi leur propre dynamique, leur propre projet. Par ailleurs, le fait d'avoir la casquette artiste, il peut aussi proposer à une structure. Donc c'est force de proposition. Simplement, et c'est pour ça que c'est bien qu'on se rencontre, n'hésitez pas à consulter le CFMI pour trouver aussi des ressources, déjà même avant d'avoir les diplômes, hein, pour les stagiaires, pour recevoir. Les étudiants font beaucoup d'observations. Pour comprendre un terrain, il faut observer aussi. Voilà. Je suis étonnée qu'on ne me demande pas combien ça coûte, par exemple. Y a-t-il d'autres questions ou réactions? Vous pouvez me donner la lumière en salle, comme ça on voit les gens. Ouais. Oui, bonjour, Ouria du multi-accueil de Lille. Moi j'ai une question à l'anthropologue. La voix féminine, la voix masculine, quels sont les effets, si différence il y a, de la voix masculine sur le comportement
des enfants. Voilà. C'est une très belle question qui Merci. sort complètement de mon champ de compétences. Donc je ne vais pas pouvoir vous répondre. Moi, je travaille vraiment... J'espérais trouver une réponse ou plusieurs réponses. Peut-être que si on l'avait posée hier soir, je pense à Maya Gratier, peut-être qu'elle aurait pu nous répondre, moi, beaucoup plus difficilement, parce que c'est pas ce que j'étudie. Mais je pense que c'est un bon champ de recherche, et si quelqu'un veut s'en saisir, je vous y encourage. Mais non, moi, je n'étudie pas du tout ces questions-là. Je ne pourrais pas vous répondre, je suis désolée. Merci. Vous pensez juste en question de genre ou en question de fréquence? Bonjour, Sophie Grelier d'Éclat. Je peux partiellement répondre peut-être à cette question parce que avec Graines de Voix, il y avait un atelier hier qui sont des journées lyriques à la crèche. Effectivement, en 2017, on a fait des graines de voix, trois graines de voix, 3 journées à la crèche avec 3 chanteuses lyriques différentes. Et on a fait un colloque suite à ça. Et la question dans la salle s'est posée en disant, si c'était des voix d'hommes, est-ce que ça réagirait différemment? Et j'ai dit, j'en sais rien. Et du coup, qu'à cela ne tienne, l'année suivante, on a fait 3 graines de voix avec 3 voix d'hommes, un baryton, un ténor et un contre-ténor. Et donc avec une voix grave, médium et très aiguë. Et donc, en fait, ça a été filmé avec les femmes, avec les hommes. Et au final, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas réellement de différence de réaction. Alors c'est vrai que c'était du chant lyrique, on n'était pas dans la voix parlée nécessairement, mais on n'a pas constaté de différence de réaction, si ce n'est que les enfants réagissaient à la personnalité du musicien, de l'artiste, et à la relation de l'artiste à l'enfant. Et c'est ça qui était essentiel. Voilà, juste un élément peut-être de réponse. Je crois qu'il y a quelqu'un au fond de la salle. Bonjour, Bécard, artiste musicien, en gros. Moi, je voulais intervenir juste sur l'absence d'une politique publique culturelle, parce que vous disiez dans les années 80, effectivement, il y a eu le DE, il y a eu en 1989 le DE pour la danse, il y a eu le DUMI. Il faut dire que le DUMI est l'équivalent du DE d'ailleurs, et que l'État en 2013 avait organisé tout un travail sur l'EAC, parce qu'ils appellent ça comme ça. Moi, j'avais participé à ce travail, c'était au Sénat à Paris. Pour la petite histoire, les ministres qui étaient sur place ce jour-là, c'est-à-dire au mois de juin, je crois que c'était le 20 juin ou un truc comme ça, au mois d'août, ils n'étaient plus ministres. L'EAC continue, on voit qu'il y a un besoin d'EAC de plus en plus, parce que, je suis directeur d'école de musique aussi depuis 1982, donc le travail des musiciens intervenants est très intéressant, parce qu'il apporte autre chose que nous, musiciens spécialisés. Moi, je suis spécialisé, mais moi, je suis un peu bizarre parce que je fais autre chose. L'éducation musicale pour les enfants, je m'y suis intéressé pour vivre déjà, parce que je n'avais pas de bourse d'études quand j'étais au conservatoire où j'ai passé 10 ans. Et donc, je me suis intéressé à toutes les méthodes actives. Orff, le hongrois, percustra, j'ai travaillé avec les percussions de Strasbourg aussi. Et donc, je me suis toujours intéressé à ça. Et depuis 1982, j'ai créé des classes d'éducation musicale pour les enfants de 3 ans. J'étais le premier à le faire à Strasbourg. Et du coup, donc je me suis toujours intéressé à ça. Je suis musicien, je suis contrebassiste, je joue, j'écris de la musique, je m'intéresse à la danse, j'écris des spectacles de danse, tout ce qu'on veut. Mais ce petit truc-là de l'enfance, chez moi à l'école de musique, les enfants viennent à 3 ans et ils restent jusqu'à 17. Et parfois ils reviennent après, pour dire l'utilité de l'apprentissage. Et parfois, il y a des parents qui viennent, ils disent « Ah oui, mon enfant, à 3 ans, ils viennent, ils disent « Ah, il a une expérience parce qu'il était à la crèche, il y avait ci, il y avait ça. » Ok. Mais ce que je regrette un petit peu avec ces politiques publiques culturelles, c'est que l'État n'a pas créé de postes. L'État aurait dû
créer des postes dans toutes les écoles, des postes fixes. Ces gens-là, ils font un boulot formidable, ils sont mal payés. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'était juste ça. Merci, Waheb. Oui, mais juste, ceux qui finissent 17 ans, dans 2 ans, vous nous les envoyez. On a besoin. Est-ce que vous avez déjà envoyé vos anciens étudiants à postuler au test d'entrée au CFMI? Non. Ah. Merci. En tout cas, une toute dernière question. Je te laisse te présenter. Merci, bonjour, Rebecca Harris du Furet Petite Enfance. C'est pas une question, mais je ne saurais pas reconnaître la personne qui a posé la question sur les voix, l'incidence, voix d'hommes, voix de femmes. Certainement, Maya Gratier aurait eu un certain nombre d'éléments avec son Baby Lab, mais je pensais à un autre Baby Lab, celui de Grenoble, avec les recherches d'Olivier Pascalis, qui sont directement sur ce type de questionnement. Donc peut-être une piste à explorer ou à aller lui poser. Ça reste quelqu'un d'assez abordable, un petit email et vous entrez en interaction. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette réponse. Eh bien, on va clore cette matinée si vous le voulez bien. Quelques petites informations avant cela. Donc un grand merci encore à vous trois. Sachez que donc pour la pause déjeuner, donc le traiteur pur, etc., certains l'ont déjà goûté hier, est à nouveau parmi nous. Il reste, peut-être n'avez-vous pas réservé de repas et pensiez-vous déjeuner à l'extérieur. Sachez qu'il nous reste quelques repas supplémentaires. Donc le repas complet est à 20 €. Vous pouvez éventuellement donc aller voir mon collègue Arnaud qui se situe à l'entrée si vous souhaitez déjeuner avec nous. Et a priori, tout le monde était assez satisfait du repas hier. Est-ce qu'il y avait d'autres informations? Je crois que c'est tout. Nous nous retrouvons, s'il vous plaît, un petit peu avant 14 h pour bien commencer à l'heure. L'après-midi va être bien chargé. Sachez aussi, qu'il y a la présence de la librairie La Bouquinette, librairie jeunesse strasbourgeoise, qui sera là et qui pourra vendre des ouvrages, notamment des ouvrages des auteurs présents pendant le colloque. Bon appétit! Thank you.